La Grèce va-t-elle sortir de l'euro? On le saura peut-être ce soir, mais ça peut durer très longtemps. Et puis, il y a une question lancinante qui revient de notre pays. Et si la France, un jour, devenait la Grèce? Eh bien, on va en parler ce matin avec Denis Jacquet, qui est le fondateur d'une association qui s'appelle Parrainer la croissance. Denis Jacquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces studios. Donc, Merci. un homme d'entreprise parmi nous. Généralement, ce sont des hommes ou des femmes politiques. C'est parce qu'on y viendra progressivement. Ben oui, et ils ont parfois d'ailleurs une vision assez lointaine de l'entreprise, on va dire ça comme ça. La Grèce, elle va sortir de l'euro? Elle doit sortir de l'euro? J'aime pas trop les postures politiques. Je pense que le Premier ministre grec joue une carte très politique, très personnelle, très dogmatique aussi. Ouais. Un espèce de coup de poker un peu dangereux pour l'Europe, qui en plus alors, bon, occupe la presse assez largement Ouais. aujourd'hui. Pierre Gattaz, il a dit ce matin qu'il était pour une zone euro renforcée, avec la Grèce. Moi, je pense que c'est très difficile aujourd'hui, quand on a élargi aussi fortement l'Europe, de façon un peu fautive, à mon avis, trop vite à 27, de se dire, bon, bah, maintenant on recule, À 26, 25, 24, 28. Je crois que c'est trop tard pour faire machine arrière, l'erreur est faite, maintenant il faut assumer, et ça fait partie des choses à assumer. Il ne faut pas que la Grèce sorte, donc. Je pense qu'on n'a pas intérêt à ce qu'elle sorte aujourd'hui pour Ça aurait plein des de effets raisons. pour l'économie française? En fait, je pense que vous rencontrez 10 économistes, vous avez 10 points de vue à peu près différents sur le sujet, mais grosso modo, on ne voit pas comment ça ne pourrait pas avoir de conséquences à court terme et à moyen terme, puisqu'il y a des emprunts qui sont remboursables maintenant, et puis il y en a en 2020, 2021. Tout le monde va trinquer un peu parce que tout le monde y a participé. Et vous dites, tout ça est allé trop vite. C'est la faute à qui? C'est la faute aux Grecs? C'est la faute aux Européens? Non, ça a été trop vite au niveau de la construction européenne. Je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. C'est bien de créer un espace commun, de voir rivaliser au niveau international et d'offrir un espace fort, structuré, qui a un pouvoir d'achat important. En même temps, ça a une part d'illusion parce que autant les États-Unis, même langue, même culture, même s'il y a des différences entre le centre des États-Unis, la côte Est et la côte Ouest, entre les pays de l'Est, des pays en semi-développement, en développement et un peu en stagnation avec nous, qui sont parmi les puissances mondiales, puis d'autres qui sont un peu à la traîne. Comment faire coexister dans un même espace avec des fiscalités, des droits, des cultures différentes? Vous êtes pour une fiscalité commune à l'ensemble de l'Europe? À la zone euro au moins? Je pense qu'il faut réussir à avoir des fondamentaux communs sur l'impôt sur les sociétés, etc. Mais là aussi, on part de tellement loin dans les situations, elles sont tellement contrastées. Comment appliquer exactement pour un le même gouvernement impôt économique de l'Europe? Je pense que soit on va au bout de la logique, soit on rétropédale et puis on fait autrement. Mais je veux dire, cette espèce de marasme, de milieu, il faut revoir l'Europe, guet, en fait. Moi, je pense qu'il faut revoir l'Europe. Soit on lui donne ses vrais pouvoirs politiques et puis elle gouverne sur un certain nombre de thématiques. Y compris et sur puis le plan on avance. économique, Y compris sur le plan économique. Soit on revient Soit à on revient, l'ordination? oui, mais j'ai l'impression que tout le monde nous explique que c'est pas possible non plus. Donc on ne sait pas où aller. On dit que la France a une économie qui est malade, un taux de chômage important, près de 11%, une dette abyssale, un pays qui est très sclérosé. Est-ce qu'on prend le chemin de la Grèce, nous? Vous iriez jusque-là? Je pense pas, parce qu'on a des fondamentaux économiques qui sont quand même beaucoup plus forts. On a un taux d'épargne qui est ahurissant. Les gens payent peu ou prou leurs impôts, beaucoup, mais ils les payent. Bon, les Grecs ont passé beaucoup de temps sans les payer, donc à un moment donné, on assume les conséquences de ces actes. Donc on a des fondamentaux qui sont pas du tout les mêmes, on a des ressources qui sont pas du tout les mêmes. Donc déjà, on est quand même préservé. Qu'est-ce qui va pas chez nous alors? Mais bizarrement, ce n'est pas une question d'économie, ce n'est pas une question d'acteurs, c'est à mon avis une question d'institution. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, on dit mais c'est quoi vos 10 mesures, vos 30 mesures, vos 50 mesures pour la France? Bon, alors on va prendre... allez, j'y vais. Le Code du travail, il faut le réformer? En fait, ce qu'il faut réformer, c'est les institutions en premier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la politique restera une affaire de professionnels, on nous le vend comme une garantie, c'est juste notre plus gros fléau. Vous voulez faire de la politique, vous? Vous voulez faire de la politique? On y pense, c'est vrai que depuis les pigeons, depuis les assises de l'entrepreneuriat, on se dit... Parce que vous étiez acteur des pigeons. J'étais très acteur des pigeons. Pigeons, c'était ces jeunes entrepreneurs... Ou moins jeunes. Ou moins jeunes, d'ailleurs, d'entreprises technologiques pour beaucoup d'entre elles. Et qui ne comprenaient pas l'augmentation de cette plus-value, qui passait de 32% à 62%, en tuant toute velléité d'investissement. Donc vous avez une ambition politique? J'ai une ambition de participer à changer mon pays. Et pour ça, je pense qu'il faut rafraîchir la vie politique par des gens qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas de passé politique. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? On les fout dehors? Non, on les mélange. Et je pense que dans tout, la diversité, le mélange, le métissage. On limite le nombre de mandats? Un septennat et puis 120. 2 mandats maximum et puis 120. Et je veux que les gens soient formés, puissent retourner dans la vie civile et avoir un job. Qu'est-ce qui vous écoute? Qu'est-ce qui vous entend là-dessus?
Alors, certainement pas les intéressés eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas envie de ce changement. Par contre, quand on commence à parler plus largement aux gens, comme on dit, c'est-à-dire à la population, à ceux qu'on rencontre tous les jours, eux, ils en ont envie. Ils ont envie de ce renouvellement. Vous avez le sentiment qu'il y a un besoin de renouvellement dans ce pays, parmi la population? De toute ma vie en France, c'est la première fois que je ressens un tel besoin de changement, entre un camp qui se dit par désespoir, je vote chez les extrêmes, et quand même presque un électeur sur deux qui ne vote plus. Et celui-là m'intéresse diablement, parce que celui-là, il n'a pas envie de se jeter dans les bras de n'importe qui, il a envie d'un vrai discours construit. D'une certaine façon, Syriza en Grèce est apparu, comme vous le dites, là, c'est les gens qui n'étaient pas connus dans le milieu politique, c'est vrai de Podemos, d'une certaine façon. Donc vous pensez que c'est quelque chose, la société civile va prendre va investir le champ politique? Vous savez, c'est amusant parce qu'en fait, quand on regarde le digital, aujourd'hui, progressivement, le bas impose des changements au haut qui n'arrivent pas à suivre. Il y a une numérisation de la politique aussi? Il y a une numérisation de la politique, tout va y passer progressivement. C'est-à-dire que tout à coup, les gens sentent qu'ils ont la capacité de se rassembler, d'influer, de changer. Et ils en ont besoin. Et s'ils le font, c'est parce que, fondamentalement, ils en ressentent un besoin très pressant. Alors, vous dites aussi que le redressement de la France passe par le développement de notre tissu de PME. Et c'est l'objet aussi de parrainer la croissance, c'est de favoriser cela. Exactement. Chez Parrainé, comment on favorise l'essor des PME? C'est-à-dire qu'on fait une fiscalité qui est moins lourde, vous savez, en fait, une législation du travail plus simple? C'est presque un toc chez moi, mais grosso modo, la réponse est la même. C'est-à-dire, tant que vous avez une caste, j'ose l'appeler comme ça, qui au départ ne connaît que les grands groupes, que dans son éducation, dans sa formation, ne connaît que ceux qu'elle fréquente au quotidien, qui ont été placés dans les grands groupes, à la tête des grands groupes, ils ne connaissent que les grands groupes. La France ne connaît de façon vertueuse pendant les 40 premières années et totalement cataclysmique depuis que les grands groupes. Or, aujourd'hui, la seule création d'emplois nets dans tous les pays développés sont les PME. Les seuls qu'on ignore totalement dans ce pays sont les PME. On ne sait pas ce que sont les startups, on ne sait pas ce que sont les PME. Et les 2/3 des 3 millions d'entreprises françaises ont un salarié. Personne ne les écoute, parce qu'individuellement, elles ne représentent rien. Le jour où elles licencient une personne, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est on renouvelle effectivement ce personnel politique pour qu'il y ait des gens qui viennent de ce milieu, qui sachent s'en préoccuper. Et deuxièmement, on fait une pression maximum. C'est ce qu'on fait en travaillant avec l'Élysée, de droite comme de gauche, avec les députés, avec tous ceux qui sont prêts à tendre une oreille en leur disant « mais prenons des mesures simples qui ne coûtent rien au pays ». Pas forcément la fiscalité, pas forcément les charges sociales. Il y a des tonnes de choses à faire. Aujourd'hui, prenons juste un exemple, la commande publique. C'est plusieurs dizaines de milliards chaque année qui sont déversés. Elles vont à 95% vers les grands groupes qui n'en ont pas besoin, à 5% et encore au forceps aux entreprises. Faisons juste une répartition plus juste, 15%, 20% si on veut fixer des quotas. Tout à coup, vous avez des milliards qui se déversent aujourd'hui dans les caisses des PME. C'est ces PME-là qui, demain, en passant de 1 à 2, de 10 à 20, de 20 à 50, vont vous créer des centaines de milliers d'emplois. Vous l'avez dit au président de la République, ça? On l'a dit régulièrement, on l'a dit pendant les assises, on le redit dans des cercles divers et variés aujourd'hui. Ça rentre. Et on sent bien que d'ici 2017, il n'y aura aucun sujet qui fâche. On ne touchera pas au droit du travail, on ne touchera quasiment plus à la fiscalité. Donc il faut trouver, en attendant, d'autres mesures clés pour apporter de l'argent aux PME sans coûter aux contribuables, et c'est tout à fait possible. Parrainer la croissance, ça peut être un socle politique pour vous? Ça peut être surtout pas. Un marchepied? Surtout pas. C'est un socle de notoriété, parce que bien évidemment, à force de se balader un petit peu partout en France, de rencontrer des entrepreneurs, on crée son socle de notoriété, mais ça doit rester un réseau d'entrepreneurs. Après, on a une vie en dehors. On est 3600 aujourd'hui. 3600 Entreprise ou individu? Entreprise, chef d'entreprise, et on pense qu'on sera entre 5 et 6 000 dans 2 ans. Exclusivement des PME, des startups, tout secteur. Textile, industriel, digital, ils sont tous là. Elles sont toutes là aussi. C'était le talk de Denis Jacquet qui nous a dit deux choses. D'une part, que l'Europe, il faudrait la reconsidérer, il faudrait la revoir, la réformer, la refaire, alors que lui-même n'est pas partisan d'une sortie apparemment de la Grèce de la zone euro. Deuxièmement, pour que la France retrouve des couleurs sur le chemin de la croissance, il faut qu'elle change aussi ses institutions pour que la politique ne soit plus réservée à une caste, qu'elle ne soit plus un métier, mais que les gens d'entreprise et les gens qui connaissent le monde des affaires puissent y accéder. Merci Denis Jacquet. Merci beaucoup.